j'imagine que tout le monde les connaît, les principes éthiques, non? Sinon, voilà, ils sont là. Prendre soin de la terre, prendre soin des gens et répartition équitable des excédents. Donc on va essayer simplement, parce que on trouve toujours que c'est dommage dans les formations qu'on a vues ou même dans les bouquins, c'est un apartat qui prend pas beaucoup de poids, l'explication de ces principes éthiques. On met beaucoup plus l'accent sur les principes d'évidence, c'est beaucoup plus intéressant, des applications pratiques beaucoup plus palpables. Mais pour moi, ça, pour nous, c'est la base, vraiment c'est les fondations sur lesquelles on va reposer tous nos systèmes de pensée, philosophiques, éthiques, de conception, de permaculture. Sans ça, vraiment, on peut tomber dans l'application d'une pseudo-réflexion permaculturelle avec des techniques qui se rapprochent ou qui sont les techniques de permaculture, mais en déconnexion avec tous ces systèmes de valeurs qu'il y a derrière, d'éthique, qu'en fait doit faire comme un filtre dans les solutions qu'on trouve. Parce que sinon on peut tomber dans un certain... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit l'application de la technique ou de la science sans une éthique derrière amène à la brutalité. Science sans conscience. Science sans conscience. De l'âme, ouais. Comme ça, c'est rabelais. Donc on peut tomber, même en permaculture, on peut tomber à faire des choses comme ça aussi si on ne garde pas très clairement ça en tête. Donc on va essayer de les dissectionner, disséquer un peu pour voir qu'est-ce qu'on met quand on parle en permaculture. Tout ça, ce n'est pas des choses que nous on a sorties, logiquement on a été voir un peu la source. Et il y a un bouquin de David Horn, je vous recommande beaucoup, s'appelle tout simplement Permaculture, je pense. Vient d'être traduit en français, il fait quelques années. Et ce n'est pas du tout le typique bouquin qu'on s'attend quand on cherche un bouquin de permaculture. C'est un pavé comme ça, où il n'y a pas presque pas un seul schéma, pas une description d'une technique. C'est vraiment la logique philosophique, l'argumentaire et de pourquoi. Pourquoi faire les choses d'une certaine façon. Et il travaille un peu sur l'aspect de l'éthique. Bon, prendre soin de la terre, qu'est-ce que vous... Si vous ne regardez pas, ça vous amène à penser quoi? Les jours que vous avez pris un bouquin et vous avez vu éthique de permaculture, prendre soin de la terre, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous suggère ça? Déjà de ne pas mettre des pesticides ou de la chimie sur un sol déjà. D'accord, un respect environnemental. Ouais. Ok. C'est vrai que la terre, souvent on pense d'abord à la terre, le sol. Oui. La terre avec un petit t, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, donc il y a cet aspect carrément. Ça viendra dire plutôt cet aspect-là, de prendre soin de ces substrats qu'on appelle terre, le sol, les comprendre, savoir comment fonctionne, savoir qu'en soi c'est tout un écosystème à part entière et que c'est sur lui qui repose tous les autres écosystèmes de la Terre, de la planète. Donc du coup, on met l'accent pour essayer de le comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc il y a une bonne partie des connaissances de permaculture qui va dans cette ligne, mais il y a aussi cette Terre un peu en grand, cette idée de la planète, cette idée de la globalité. Et là, j'ai mon ami Gaïa. C'est pas une pub pour Caroline. Zut alors. C'est un peu ce concept, cette idée de la théorie Gaïa, de James Lovelock, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écologue, après fait plein de trucs bizarres autour du nucléaire surtout. Mais bon, il a présenté pour la première fois cette idée de que, comme je vous disais, on est dans une situation que le monde scientifique, pédagogique se base dans une logique analytique. Donc du coup, l'écologie aussi a commencé à travailler avec des écosystèmes. Et du coup, on étudiait l'écosystème de la forêt tropicale, l'écosystème de, c'est pas, l'Afrique subsaharienne, ou le Sahara, ou l'écosystème du pôle Nord. Mais on a vu qu'en définitive, il n'était pas possible de comprendre la globalité ou comprendre tous les détails de ces écosystèmes parce qu'ils étaient en interaction permanente, n'étaient pas des systèmes clos. Donc du coup, c'était une connerie vouloir défendre ou faire beaucoup l'accent sur la protection de l'ours polaire sans avoir en tête qu'il y a la forêt amazonienne qui est en train de brûler.
parce qu'il paraît qu'il y a des courants d'air fraîches qui conditionnent les marées, et que les marées conditionnent en fait que les pôles se refroidissent ou se chauffent, et du coup la banquise disparaît ou pas en fonction de ça. Et il paraît que la fertilité des sols de l'Amazonie sont conditionnés aussi pour des courants d'air du Sahara qui bougent des nutriments d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Du coup, cette idée de... En fait, on est dans un système qui est un ensemble, c'est la Terre. Et en permaculture, système holistique, on casse cette idée d'essayer de regarder en détail. On a cette vision toujours d'ensemble. De que les choses qu'on fait ici, les choses que j'ai fait dans mon petit terrain, inévitablement est en lien avec tout le reste. Et pas se trouver, par exemple, on s'est trouvé cette idée dans un cas d'une personne qui nous a demandé de l'accompagner dans une conception dans son terrain. Et qu'avant de nous connaître, elle avait fait faire un fourrage à 130 mètres de profondeur pour pomper de l'eau d'une veine d'eau qui tombait par là. Et sa théorie était de dire, bon, moi j'ai de l'eau à disposition, je peux faire ce que je veux, je peux pomper, je peux faire une oasis ici, mais était dans une région semi-désertique de la Catalogne. Et voilà, nous on s'est confrontés à l'idée d'essayer de faire comprendre, et oui, déjà il y a un gros souci dans cette forage, parce qu'il y a une altération de toutes les couches sur 130 mètres de profondeur, on a créé une altération énorme, on a mélangé des couches, peut-être tout a traversé une couche de métaux qui était là bloqué et qui maintenant va passer à l'eau, va faire un système global de phréatique, de veines d'eau qui se bougent partout. Et il ne faut pas oublier que cette eau qu'on est en train de sortir avait un chemin, avait un rôle, jouait milliers de rôles dans plein d'écosystèmes qui sont en amont, en aval. Donc voilà, pas perdre en tête cette idée de tout ce qu'on fait. J'ai une ressource qui est à disposition, qui est abondante, et donc je peux faire ce que je veux avec. Utiliser à volonté. D'accord? Ok. Et bon, un peu dans cette idée de prendre soin de la Terre, donc ok, c'est bien d'avoir cette idée globale, c'est bien se préoccuper pour les phoques, les ours polaires et les orang-outans de l'Amazonie, de l'Amazonie, non, du côté Asie, mais ma réalité, les lieux où j'ai un pouvoir d'action, c'est où? C'est cette idée, pense globalement et agis localement, non? Donc là, dans cette truc de prendre soin de la Terre aussi, il y a des... Bon, d'accord, c'est très bien avoir tout ça en tête, mais là, on peut faire, où vraiment mon impact aura plus de répercussions. De mettre l'accent là. La biorégion, micro-région, la ferme, on mi-ferme, mais on pourrait mettre maison, parce que la permaculture, on peut l'appliquer dans un lieu où pas nécessairement on est en lien avec l'agricole, vous le savez. Ça peut être ta maison, ton appart, ton lieu de travail, peu importe. Ok, vu pour ça plus ou moins, qu'est-ce qu'on met dans tous ces paquets de... Deuxième principe éthique, prendre soin des gens. Ça, on a parlé déjà un peu, Rémi avait sorti un peu, il y a ce débat de l'humain, on les positionne où, est-ce que c'est central? Donc c'est ce truc que je vous ai dit, la permaculture met l'humain dans les centres. C'est très anthropocentriste si vous voulez, mais pas dans les côtés de l'humain à les autres organismes à son service, un peu dans les trucs bibliques, tu vois. Il n'y a pas de suprématie. Voilà, pas une idée de hiérarchisation, mais dans une idée d'une certaine responsabilité en tant qu'on est la bête, les mammifères supérieurs qui a créé une altération à niveau de son habitat plus grand et que comme cet habitat est partagé, nécessairement on est en train d'interagir avec tout le monde en fonction de quelle valeur ou quelle éthique gère cette action. Donc on permettra ou non l'existence des autres organismes. Mais en partant de ce constat et qu'on ne peut pas retourner à un modèle inférieur. À jour d'aujourd'hui, l'homme est partout. Et notre action a créé des répercussions dans tous les écosystèmes de la planète. Donc, ça sera bien savoir comment on peut minimiser ça, comment on peut faire nos besoins, faire notre vie en respectant les autres.
Tu veux continuer? Oui, il y a aussi tout un mouvement dans la permaculture qui se rapproche pas mal du développement personnel. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, quand on dit prendre soin des gens, bah, c'est d'abord prendre soin de soi. Et donc déjà se connaître, savoir ce dont on a besoin. Et donc c'est tout cet aspect qu'on appelle la zone 0-0. Bon, plus tard on parlera du zonage en permaculture. Donc normalement on voit la zone 0 c'est la maison, 1 c'est proche de la maison, blablabla. Il n'y a pas 7 après. Comment? Il n'y a pas 7 après. Zone 7? 007. Ah, 007. Encore. Voilà, donc la zone 0-0, c'est, comme disait Joanne, c'est le concepteur. En fait, c'est un peu de la conception du concepteur. Et donc, en fait, la permaculture, on l'a dit tout à l'heure, elle pioche dans tout un tas de disciplines. Joanne disait l'architecture, le paysagisme, blablabla. Bah, là aussi, ça pioche plein de techniques qui peuvent aussi aider à une meilleure compréhension de soi et un travail sur soi. Donc ça, on en parlera très peu lors de ce stage, c'est pas notre orientation principale, mais voilà, savoir que ça fait partie aussi de la permaculture. Et après, il y a toute cette idée voilà, de justice sociale et de relations horizontales. En fait, moi, j'aurais envie de le relier avec là. Joanne disait, voilà, tous nos actes, ils ont un impact au niveau global. Et en permaculture, on est aussi amené à vraiment penser aux impacts que ça a sur d'autres humains, tous nos actes de production et de consommation. Donc ça, des fois, ça fait un petit peu peur, parce que quand on commence vraiment à réfléchir à ça, on se rend compte que indirectement, on encourage et on favorise des tas de choses avec lesquelles, quand on y réfléchit, on n'est pas d'accord. Donc voilà, toute cette réflexion par rapport au pétrole. Le souci du pétrole, c'est pas seulement que ça soit une ressource finie, ou un jour on en aura moins. Il faut aussi être conscient que quand on met de l'essence dans notre voiture ou dans notre tracteur, indirectement, on soutient Total, qui est une multinationale dont l'activité a un certain impact sur des populations très loin de chez nous, sur d'autres écosystèmes, etc. On soutient aussi indirectement les assassinats, le gouvernement d'Arabie Saoudite. Ça peut faire une dépression, en fait, si vraiment on a conscience de ça. Très très loin. Trouver les solutions pour agir. Voilà, il y a différentes phases, effectivement. La première étape, lorsqu'on prend conscience de ça, souvent c'est la culpabilisation. C'est horrible. Mais la permaculture, l'idée en fait c'est de nous aider d'aller un petit peu au-delà de ça et de prendre conscience de ça plutôt que juste rester dans la culpabilisation en tant que personne occidentale au siècle XXI, je suis quelqu'un d'horrible et je contribue à l'assassinat et au mal-être de plein d'humains. Se dire bon, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, je suis née là-dedans, je suis intégrée là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire ? Quel est mon pouvoir d'action pour avoir un impact le plus positif possible sur tout cet ensemble, quoi. C'est un peu ça, ce à quoi on est amené. Mais donc voilà, ça veut dire quand même avoir cette conscience. Et c'est quelque chose qu'on réabordera aussi beaucoup lors de ce stage. Quel est l'impact de toutes ces petites décisions que je prends ? Donc on va voir, elles sont en lien avec tous les principes de design, je veux créer plein d'interactions, je veux faire ceci. Mais il y a aussi cette préoccupation éthique derrière. Voilà, de cette vision globale. Quel est l'impact de mes actions sur l'environnement, sur les humains, et pas seulement les humains autour de moi, mais même ceux qui sont à l'autre bout du globe. Au moins pour minimiser l'hypocrisie ignorante. C'est un peu ce truc qu'on essaye de travailler à fond en permaculture. De pas être un hypocrite de façon ignorante, être un hypocrite de façon modérée et consciente. Parce qu'inévitablement, comme dit Marguerite, on est plongé dans ça. Donc vraiment, vous verrez que c'est certains choix que vous ferez. Il y a un côté d'automarginalisation d'un modèle social qui va vers une autre chose complètement. Mais bon, dans la marginalisation, aux marges, c'est un principe de permaculture, l'effet bordure, vous savez. Aux marges, c'est là où ça passe des choses intéressantes. Parce que c'est là où il y a un maximum de diversité, c'est un lieu de lien entre différents milieux. Donc écologiquement, toutes les marges sont super intéressantes. Donc la marginalisation dans une société, c'est super intéressant. Aussi comme un niveau de création, de solutions, de propositions. Voilà, on les laisse là. Et dernier, et qui va beaucoup dans la ligne de ça, répartition équitable des excédents. Donc là, il y a des mots qui font un peu peur, redistribution de la richesse.
et renoncement positif, limite à la consommation, au désir et simplicité volontaire. Pour faire court, et parce que je pense que beaucoup de vous, vous avez plongé dans cette idée, vous avez réfléchi déjà largement, l'idée de base de ce postulat, de cette éthique, c'est de dire, bon, dans une terre où les ressources sont finies, si à jour d'aujourd'hui, on prend plus de morceaux que dans une répartition équitable serait pour nous, c'est comme un gâteau. Vous êtes à un repas Noël, il y a la bûche de chocolat qui sort sur la table, non? Et on est 10, on la part en 10 parties égales. Et vous prenez 5 d'un seul coup et vous les mettez dans vos assiettes. Qu'est-ce qui passerait dans votre chère famille? Donc il y aura une petite révolution, on n'est pas d'accord. Donc à jour d'aujourd'hui, la planète, si c'est une grande bûche à niveau des ressources, à niveau des richesses, etc., d'eau, à jour d'aujourd'hui, chacun de nous, on est en train de prendre plus quel morceau que c'est pour nous. Donc inévitablement, on est en train de lever le morceau à quelqu'un. Donc c'est cette idée de dire, bon, comment on peut faire pour que chaque fois, on soit capable chacun de sortir de son assiette, de sortir de... Même s'il y a une pression culturelle énorme pour avoir plus de morceaux de chocolat, même si j'étais conditionné, je suis né dans un pays où tout le monde a plus de morceaux que sera pour lui. Comment de petit à petit je peux rentrer notre foi dans l'assiette collective pour laisser plus de place aux autres. C'est cette idée de base. Cette idée de répartition et logiquement des limites. On ne peut pas parler d'écologie, on ne peut pas parler de production soutenable si on ne parle pas des limites à la consommation. Si quelqu'un d'entre vous, j'espère que ce sera des débats qui vont sortir dans les espaces formels autour de après repas et tout ça, c'est cette grande question, est-ce que la permaculture peut nourrir le monde? Est-ce que l'agriculture biologique déjà peut nourrir le monde? Je peux vous dire que ça dépend quel monde. Les premiers mondes, l'autre, non. Et je peux vous l'argumenter, si vous voulez, on prendra le temps d'en parler. À jour d'aujourd'hui, aucun système de production alternative de nourriture est capable de fournir à niveau de l'excentricité de la demande des pays occidentaux. Ni alternatif ni conventionnel, dans le sens où si 6 milliards d'humains voulaient s'alimenter comme on s'alimente en France, aucun système agricole qui pourrait l'assurer. Mais si on veut tous s'alimenter comme... la possibilité... Moyen, mais... non, les possibilités locales offrent, avec une acceptation de ces restrictions, déjà de temporalité simplement, de stationnalité, et de diversité, saisonnalité, et de diversité. Donc oui, carrément, pas de souci. On l'a fait, ça fait pas si longtemps, 200 ans, c'est tout nouveau. Ces trucs d'intégrer que c'est hyper normal que n'importe qui de nous, dans ces pays aujourd'hui, part à un supermarché et on trouve tout, dans la quantité illimitée qu'on veut. Et à des prix dérisoires. Ça, c'est un surréalisme, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre les restrictions à niveau alimentaire. On était à l'ordre du jour dans les millions d'années de l'histoire de l'humanité. C'est normal, sauf dans ces petites parenthèses qu'on a créées bizarres de l'histoire depuis 200 ans. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Mais c'est vrai que souvent dans les livres, vous verrez, il y a juste un espèce de mini-paragraphe, voire des fois 2 lignes, ils disent voilà, respectueux de la terre et de l'humain et partage équitable des ressources, enfin c'est dit de différentes façons. Mais voilà, pour nous, en fait, si on prend vraiment ces mots au sérieux, on ne peut pas séparer la permaculture d'autres courants de pensée comme la décroissance, la simplicité volontaire, la sobriété heureuse. Tous ces mouvements, ils vont dans le même sens. Et si on oublie ça, bah, on est en train de faire voilà, du paysagisme ou de l'aménagement, mais c'est pas de la permaculture dont on peut parler. Yes. D'accord. Donc, on prend une petite pause et dans 5 minutes, on se trouve, on va sortir, voir si on donne tellement d'importance à ces écosystèmes naturels. Donc, on va essayer de voir déjà qu'est-ce qu'ils sont, comment on les a étudiés, quelles sont les choses particulières à sortir, surtout dans ces lieux. Quel est l'écosystème naturel prévu dans ces lieux. Allez, petite pause.